Merci de retrouver dans cette autre édition de l'entretien sur Afrique Média. Nous recevons Thierry Mungala, ministre congolais de la communication, porte-parole du gouvernement. C'est un entretien croisé. Je suis accompagné de Fallon Tchouniat, journaliste à la rédaction d'Afrique Média. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci. Naturellement, honneur aux dames. La première question vous revient, Fallon Tchouniat. Merci à vous, Monsieur Fandop. Nous allons tout directement aller dans cette interview. Rappelons que nous allons aborder plusieurs thèmes au cours de cet entretien. Nous allons aborder la question du nouveau gouvernement qui a été formé. Nous aborderons également la question économique, la situation économique du pays et nous parlerons aussi de la situation dans le pôle. Mais je vais commencer par vous demander, Monsieur le ministre, aujourd'hui, comment se porte votre pays, le Congo? Merci pour la question. Le Congo se porte comme il se porte. Vous venez d'arriver au Congo, donc vous avez une idée précise d'une situation qui est comparable à ce qui se passe dans les pays de la sous-région, confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes défis, aux mêmes contraintes et, permettez-moi de le dire, aux mêmes opportunités. C'est-à-dire, pour ce qui concerne les contraintes, les difficultés, elles sont connues. Des pays de la sous-région qui, pour l'essentiel, produisent du pétrole, une ressource et une matière première dont les cours se sont effondrés brusquement, comme vous le savez, depuis environ 2 ans. Cet effondrement a généré une sorte d'étranglement des finances publiques de tous les États membres de la CEMAC ou de leur grande majorité. Et, puisque vous venez du Cameroun, vous envoyez vous-même dans votre pays les effets directs et indirects, c'est-à-dire une crise des finances publiques, un assèchement des ressources de l'État, une difficulté à prendre en compte la machine économique pour continuer à y injecter des ressources financières qui sont devenues trop rares, hélas, et donc une sorte de ralentissement de la croissance, voire une récession économique qui provoque tous les désagréments que nous connaissons dans la sous-région, c'est-à-dire la difficulté à prendre en charge les charges de l'État au quotidien, les salaires, le fonctionnement de l'État, même si au Congo nous nous efforçons de faire que les choses se passent au mieux de ce point de vue-là, la difficulté à assurer l'activité économique et les difficultés des entreprises, qu'elles soient privées ou qu'elles soient étatiques, et enfin une sorte de pessimisme qui s'est emparé des populations et contre lequel les pouvoirs publics doivent lutter de manière à ce que l'État, parce que c'est son devoir, en tant que garant de l'intérêt général, s'assure que les populations adhèrent, malgré les difficultés du moment, à l'action publique qui est menée par ceux qui gèrent le pays, qui gèrent l'intérêt général et qui s'assurent que le pays, malgré les difficultés, continuera à cheminer dans la bonne direction. Donc le Congo se porte moins bien, hélas, qu'il y a quelques années, se porte mieux ou moins mal que ce que certains pourraient en dire, qu'ils soient des adversaires politiques ou que ce soit des gens vus de l'extérieur, mais nous ne nous cachons pas à nous-mêmes les difficultés et nous attendons que le peuple suive avec nous les négociations qui vont se mettre en place, notamment avec des partenaires comme le Fonds monétaire international, et nous assurer de l'adhésion populaire par une explication, une communication, une pédagogie qui permettent à nos compatriotes de comprendre les enjeux et de voir avec le gouvernement quelles sont les voies que nous allons utiliser pour le redressement. Ministre, voilà, de nombreux experts remettent en cause la résilience de l'économie congolaise à pouvoir supporter un tel contexte international avec une telle morosité. Mais cela me conduit à vous poser la question, qu'est-ce qui était prévu? Parce qu'il est clair qu'on a souvent entendu que le Congo épargnait même pour les générations futures. Bon, là, vous mélangez un certain nombre de concepts qui sont un peu différents. D'abord, vous parlez de la résilience. Le Congo, que l'on voit le problème de manière positive ou négative, a déjà connu des expériences difficiles et notamment des négociations avec les partenaires multilatéraux. D'abord, dans les années 80, comme les mêmes pays pétroliers de la sous-région, nous avons connu une première dépression des prix de notre matière première principale, c'est-à-dire le pétrole. Nous avons tous connu ces plans d'ajustement structurel qui ont jalonné pour certains d'entre nous leur jeunesse et pour nos compatriotes les plus jeunes sont de l'histoire, mais de l'histoire qui édifie
et qui reste dans la culture et la mémoire collective. Nous avons connu cela. Ce n'est donc pas un saut dans l'inconnu. Nous savons qu'effectivement, il peut arriver que les circonstances économiques, les cycles économiques aboutissent à ce que nous soyons en programme avec des partenaires comme le Fonds monétaire, voire la Banque mondiale. Deuxièmement, le Congo, comme vous le savez, a connu des événements dans les années 90 tellement malheureux et qui ont débouché sur des guerres civiles, que ces événements ont déstructuré l'économie et ont abouti à un autre programme, un deuxième programme, qui s'appelait le programme des pays pauvres très endettés, PPTE. Et dans le cadre de ce programme, le gouvernement de l'époque, les gouvernements de l'époque, ont mis en œuvre de manière sérieuse et rigoureuse une politique de redressement qui a abouti à l'époque à une étape décisive qui était ce qu'on appelait le plan d'achèvement. Nous sommes aujourd'hui le point d'achèvement, pour être précis, avec une annulation de la dette. Nous sommes dans une autre phase malheureuse en termes de cycle économique, celle qu'on a décrite tout à l'heure. Et dans cette phase, nous pouvons considérer que le Congo dispose à la fois d'une expertise, des ressources intellectuelles, techniques, des compétences qui vont nous permettre de sortir de ce mauvais pas. Donc, je crois qu'il convient qu'un gouvernement responsable fasse, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la pédagogie, explique aux populations que ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une sentence de mort de notre pays parce que nous allons discuter, négocier avec nos partenaires et notamment le FMI. C'est une étape, c'est un moment difficile, mais nous le surmonterons parce que d'abord nous l'avons surmonté dans le passé et qu'ensuite ce pays n'est pas un pays en faillite, comme a dit le président. Ce n'est pas quelque chose d'irrémédiable. C'est un moment difficile, une mauvaise passe que nous traverserons, mais pour cela il faut du sérieux. Vous évoquez la question des fonds liés à l'épargne qui a été menée. Bon, je ne suis pas en charge des questions financières et de gestion des finances publiques. Ce que je peux vous dire en tant que membre du gouvernement, c'est qu'un État, c'est comme un bon père de famille. C'est un bon père de famille. Et un bon père de famille, dans un ménage, qu'il soit privé ou que ce soit l'État lui-même, l'État est amené à un certain moment à gérer les choses pour s'assurer que l'ensemble des membres de la famille continuent à avoir et le niveau de vie et les conditions de fonctionnement optimales qui permettent à chacun de se dire les choses sont contenues, les choses sont gérées. Donc, tout ce qui concerne la gestion des finances publiques jusqu'ici a fait qu'un État comme le nôtre a assuré sur fonds propres toutes les infrastructures qui ont été implémentées dans notre pays depuis plus d'une décennie, c'est sur fonds propres. 2, a assuré le fonctionnement quotidien de l'État. Nous n'avons pas à ce jour, pour la fonction publique d'État, de retard de salaire. C'est un mérite parce que c'est quelque chose de sensible. Le salaire d'un fonctionnaire ne fait pas vivre que ce fonctionnaire et son épouse et ses enfants, fait vivre parfois plusieurs dizaines de personnes dans la solidarité africaine que vous connaissez très bien. Donc, assurer le paiement régulier des agents de la fonction publique, c'est s'assurer que des dizaines de milliers de Congolais, voire des centaines de milliers de Congolais puissent en vivre. Donc tout cela, toutes ces charges fixes, lourdes, ont été le quotidien de l'État qui s'assure qu'effectivement l'ensemble des compatriotes puissent, au maximum des possibilités des ressources de l'État, continuer à percevoir leurs indemnités, leurs revenus et leurs émoluments. Donc le Congo s'en sortira, c'est un moment difficile et nous devrons, et nous devons, et nous nous y attelons, faire preuve de beaucoup de pédagogie et d'explication et de communication vis-à-vis de nos compatriotes. Bon, Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez parlé de les caisses de l'État qui étaient pratiquement sèches. À côté de ça, on a le contexte actuel, la dette qui atteint pratiquement 115%, disons 120% du produit intérieur brut, pas très loin du plafond de la CEMAC. Et on a un nouveau gouvernement qui a siégé aujourd'hui. Quelles sont les missions de ce gouvernement, sachant que ce contexte est un peu suicidaire, mais ce gouvernement est déjà considéré comme le gouvernement du résultat? Alors suicidaire, vous êtes très pessimiste, je ne reprendrai pas ce terme-là. Le contexte est difficile. S'il était suicidaire, on pourrait fermer la boutique et dire que l'État congolais ferme boutique et on repart chacun dans nos foyers respectifs. Non. Le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un État responsable, c'est de pouvoir naviguer, que ce soit quand les eaux sont calmes ou quand il y a la tempête.
hein. Sinon, les navires, quand ils sont dans la tempête, si l'équipage prenait le premier canot de sauvetage et s'en allait, et laissait les voyageurs désemparés, je crois que ça ne serait pas responsable. L'État se doit d'assumer ses responsabilités. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous évoquez la dette. L'État congolais a suivi cette révélation qui a été faite par un certain nombre de médias étrangers, occidentaux pour ne pas les nommer, dont la ligne éditoriale, qui est plutôt hostile aux autorités congolaises, est très connue, et qui ont décidé comme ça de prendre un point précis pour faire polémique, ce qu'on appelle en congolais le songi-songi, et qu'on dit globalement le Congo-ça, hein, je crois que c'est comme ça. On prend un élément qui pique, on le sort de son contexte et on essaye d'exposer, hein, pour employer un langage vulgaire ou populaire, les autorités congolaises en disant ben voilà, ce sont des gens responsables, ils ont caché la dette. Non. La vraie question, c'est que nous sommes en discussion avec le FMI depuis plusieurs mois. Dans ce cadre-là, les autorités congolaises ont été amenées à échanger un certain nombre de documents, de données avec les partenaires du FMI. Et nous nous sommes étonnés qu'il y a quelques semaines, ces médias aient décidé de prendre un point précis et de le mettre en avant, comme si ce point précis justifiait une mauvaise foi du Congo. Non, il y a une discussion. Quand vous discutez avec votre banquier, vous à titre privé, comme moi à titre privé, il vous demande au fur et à mesure des éléments. Et c'est au bout de ce cheminement que vous pouvez déterminer le niveau de la dette. Donc il n'y a rien qui ait été caché, il y a simplement une série de documents produits dont la production a été faite de manière échelonnée et qui ont amené le FMI et notamment les experts à considérer que le niveau d'endettement du Congo était plus élevé que ce qui avait été indiqué par tout le monde ou vérifié par tout le monde au départ. Voilà la situation objective. Deuxièmement, ce qui compte dans la dette, ce n'est pas son niveau, c'est sa soutenabilité. Je ne suis pas un économiste, mais en tout cas, encore une fois, en pur bon sens. Si on prend toujours, j'aime que les exemples soient les plus simples pour que vos téléspectateurs les comprennent. Si vous avez deux individus qui ont le même niveau de dette, 100% chacun par exemple, est-ce que la situation est la même quand le premier individu qui a 100% d'endettement par rapport à ses revenus, lui a des échéances qui ne seront à payer que dans 10 ans? Et l'autre, par contre, qui a le même niveau d'endettement, mais dont les échéances sont à payer demain. Lequel est en situation difficile? Pourtant, ils ont le même niveau d'endettement. Mais c'est celui dont les échéances vont l'étrangler immédiatement. Parce que lui, on lui dit, c'est demain qu'il faut payer. L'autre, c'est sur des années. Donc il a le temps de se refaire, il a le temps de rendre sa production suffisamment importante pour générer des ressources qui vont lui permettre de faire face à sa dette. Donc ce qui compte, ce n'est pas le niveau d'endettement. Parce qu'on a mis ce chiffre en pâture comme s'il s'agissait quasiment d'une sorte de crime de la part des autorités congolaises d'avoir un niveau d'endettement pour l'État de 110, 115 ou 117%. Non, ce qui compte, c'est la soutenabilité. Et je peux même vous dire, juste si vous le permettez, pour conclure sur ce point, il y a des États sur cette planète qui sont des États très avancés économiquement, je ne cite pas lesquels, mais ils sont connus, dont le niveau d'endettement est de plus de 100%. Ce n'est pas le niveau d'endettement qui compte, c'est la soutenabilité. Il est clair aujourd'hui, et je conclurai sur ce point-là avant d'écouter la suite de votre question, que la discussion avec le FMI aujourd'hui, c'est de rendre le plus soutenable possible cette nécessité de rembourser nos dettes. Et donc, probablement, d'arriver à un programme qui permettra à l'État congolais de réduire ses charges, de manière à ce qu'en l'absence de ressources importantes, nous puissions faire face à la fois à notre fonctionnement, assurer un minimum d'activité économique, parce qu'un État doit quand même avoir un minimum de croissance, sinon il s'arrête, donc générer ces ressources-là pour ça, et en même temps rembourser notre dette. Donc tous ces éléments-là, mis bout à bout, m'amènent à dire que la polémique qui a été soulevée n'était faite que pour tenter d'humilier les autorités congolaises. Alors, nous allons revenir sur cette polémique. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit les médias occidentaux qui sont hostiles au Congo. Aujourd'hui, nous voudrons comprendre pourquoi ces médias sont hostiles au Congo. C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je fais le constat. Je fais le constat que ces médias sont systématiquement en train, non pas, parce qu'il faut que je sois honnête,
Ça ne veut pas dire que tout va bien dans le Congo dans lequel nous vivons. Il y a effectivement des failles. Mais le constat, c'est que, vous voyez, c'est comme si, je reprends l'exemple du Songi ou du Congossa, c'est votre voisin qui serait toujours à la recherche de ce qui n'est pas bien pour vous. Et quand vous avez quelque chose de bien, il n'en parle pas. Je vous donne un exemple très concret. Les mêmes médias, il y a quelques jours, ont fait tout un battage médiatique sur le fait que le dernier remboursement de l'eurobond du Congo, des obligations qu'on appelle les titres 2029, avait été saisi par un créancier ou quelqu'un qui se prétend créancier du Congo, M. Ojej, et la société Comis Impex aux États-Unis. C'est-à-dire que le Congo avait fait face à ces échéances vis-à-vis des titres obligataires qui étaient portés par ces créanciers-là. Donc, payer l'échéance qui était prévue, et les avocats de M. Ojej ont procédé aux États-Unis à une saisie de ce versement entre les mains du tiers qui les recevait pour le compte des créanciers, en disant « le Congo me doit de l'argent, je vais saisir ». Tous ces médias en ont parlé. Et ils en ont parlé abondamment. Ça faisait même la une de leurs journaux du matin. Ceux qui sont les plus suivis, 6h30, 7h30. Et vous savez de quel média je parle? Une radio célèbre, dite Radio Mondiale. Ça a fait les gros titres de ces journaux du matin suivis par l'ensemble des Africains sur notre continent. Eh bien, figurez-vous que cette affaire a rebondi. Et le Congo a obtenu gain de cause. La saisie a été levée. Est-ce que vous avez entendu ces médias en parler? Pas un mot. Pas un mot. C'est ce que j'appelle, moi, le Congossa. C'est-à-dire une ligne éditoriale qui consiste à ne stigmatiser que ce qui ne va pas et à mettre sous le boisseau et à garder le silence quand une information peut aller dans le sens des intérêts de l'État congolais et du peuple congolais. Et quelque part, c'est une manière pour ces médias de tenter de créer une espèce d'hostilité entre les autorités du Congo et les populations pour des desseins, pour des objectifs qu'à ce stade, je ne m'explique pas. Alors, Monsieur le ministre, le nouveau gouvernement est là et les Congolais, tout naturellement, se demandent comment est-ce que ceux-ci vont procéder pour changer un peu ce quotidien, plutôt morose, on le disait tout à l'heure. Et du coup, beaucoup d'analystes, d'ailleurs que j'ai rencontré l'un ce matin, pensent qu'il faudrait absolument diversifier l'économie congolaise pour donner une chance à la croissance et à la résilience aussi. Alors, pour ce nouveau gouvernement, quelles sont les capacités qui vont être déployées pour diversifier l'économie congolaise? Oui. Bon, d'abord, la diversification économique, effectivement, est au cœur de la préoccupation de tous les gouvernements de la sous-région. Parce qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes presque tous victimes du même syndrome, c'est-à-dire les États pétroliers de la sous-région. C'est que nous avons une économie dont l'essentiel des ressources est tiré de l'extraction de cette matière première qui s'appelle le pétrole. Et donc, nous avons, pendant des décennies, négligé d'assurer la diversification de nos économies. C'est clair, c'est une faute partagée par l'ensemble des États de la sous-région. Depuis une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années pour prendre large, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, le Congo a mis en place une politique qui justement doit favoriser la diversification économique. Parce que qui parle de diversification dit la nécessité de développer des activités qui ne soient pas toutes liées directement ou indirectement à l'extraction du pétrole. C'est donc développer des secteurs de services, développer l'agriculture, développer une industrie ou une agro-industrie et s'appuyer aussi sur le numérique. Donc il y a toute une série d'items comme ça qui sont des indicateurs de cette diversification économique. Pour ce faire, nous sommes contraints d'avoir pour tous nos États un préalable totalement indispensable. Ce sont les infrastructures. Parce que vous ne pouvez pas parler de numérique si vous n'avez pas les infrastructures adéquates. Vous ne pouvez pas parler du développement d'une industrie agroalimentaire si vous n'avez pas les routes, les aéroports, les ports pour pouvoir acheminer cette production du lieu de production au lieu de commercialisation, qu'il soit en interne ou à l'international. Et je peux multiplier les exemples. Le Congo a donc consacré l'essentiel de ses ressources sur la quinzaine d'années qui vient de s'écouler à la mise en place d'infrastructures de base. Et c'est grâce à ce levier lié aux infrastructures que nous pourrons
dans les prochaines années, les toutes prochaines années, assurer le développement d'une économie diversifiée. J'y ajoute, parce que la diversification, ce n'est pas par un coup de baguette magique, j'y ajoute des atouts qui sont les nôtres. Un, c'est l'atout géographique. Nous sommes un État qui est une sorte de hub, parce qu'il est frontalier de tous les États de la sous-région Afrique centrale. Donc voilà, nous avons des corridors géographiques qui nous permettent d'être en contact avec tous les États de la sous-région. Donc ça fait de notre pays un carrefour essentiel, voire incontournable. Deux, nous devons développer, grâce à notre code des investissements, à la stabilité politique, à la capacité de notre jeunesse à être intégrée, parce qu'elle est quand même formée dans des nouveaux métiers, dans des formations qualifiantes qui lui permettront de répondre aux défis des offres d'emploi qui vont être disponibles, eh bien, tout ce cadre macroéconomique et microéconomique va nous permettre de diversifier notre économie en attendant que nous passions cette espèce d'étape difficile qui s'appelle la gestion de la période d'assèchement des finances publiques que nous connaissons. Alors, Monsieur le ministre, nous allons rester toujours dans le cadre du nouveau gouvernement qui a été formé. On constate à peine 4 entrées dans ce gouvernement. De nombreux membres restent au sein de ce gouvernement, tels que Gilbert Ondongo, ministre d'État de l'économie, Raymond Zéphirin Bolou, ministre de l'Intérieur, Pierre Aubin, ministre des Mines et de la Géologie, également Claude Ngakosso, ministre des Affaires étrangères. Jean-Claude, pardon. Et ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est dans ce nouveau gouvernement où il y a à peine 4 entrées, qu'est-ce qui change ? Un gouvernement, c'est le fruit d'un certain nombre d'éléments. D'abord, un gouvernement, c'est à la discrétion du président de la République. Les ministres sont les collaborateurs du président de la République. Vous savez, dans l'étymologie latine, ministre, c'est ministère et c'est serviteur. Un ministre est un serviteur, il est au service à la fois de celui qui l'a nommé et du pays et de l'État. Donc ça, c'est le premier point. Donc le choix est fait pour des considérations sur la base de considérations politiques, des considérations d'expérience et des considérations propres à l'entendement du président de la République. Bon. Deux, ce pays a connu toutes sortes de formules. Nous avons connu, c'est parce que certains, encore une fois, ne veulent pas objectivement regarder les choses. J'ai regardé en tant qu'acteur politique depuis 2002, c'est-à-dire depuis la mise en place des institutions élues après les conflits que nous avons connus, de 2002 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des gouvernements où parfois nous avions 15, 20, 22 entrées dans un gouvernement. Vous aviez le gouvernement de 2002 après la fin de la transition, il y avait eu 22 entrants. Le gouvernement dit de la rupture, c'est-à-dire celui de l'année dernière après les élections, l'élection présidentielle, avait connu au moins une quinzaine d'entrées. Mais personne n'avait relevé cela en disant « Ah, mais voilà, il y a de la nouveauté ». La plupart des ministres qui sont restés dans ce gouvernement, il y a un an, il y a 16 mois, n'étaient pas ministres. Là, vous stigmatisez quelques cas précis en disant un tel, un tel. D'ailleurs, vous ne me citez pas au passage, je ne sais pas si c'est par diplomatie. Je suis au gouvernement depuis 2008, janvier 2008, donc vous ne me citez pas parmi les dinosaures, je vous en remercie, mais bon, j'en suis peut-être un aussi, un petit dinosaure. Un dinosaure jeune, mais un dinosaure. Bon, donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas ça le critère. Le changement, c'est plutôt dans la gouvernance, dans la façon d'aborder les dossiers, dans la volonté que les ministres mettent dans l'accomplissement de leurs tâches sur la base des instructions, des orientations du président. Il a d'ailleurs, au cours du premier conseil des ministres de ce gouvernement, qui a eu lieu la semaine dernière, insisté sur ces critères-là. Après, le nombre d'entrants, le nombre de sorties, le nombre de maintiens, ce sont des anecdotes. Ce qui importe, c'est la ligne du gouvernement. Ce qui importe, c'est la volonté des ministres de redresser la situation du pays. Et quand le gouvernement a parlé, le président, pardon, a parlé d'efficacité et a parlé de la nécessité d'être dans l'action, ce n'était pas lié aux hommes, c'était lié et à la structure, vous voyez qu'elle a légèrement évolué, et à la capacité de ceux qui vont être conservés ou intégrés au gouvernement d'aller dans le sens de la satisfaction des besoins des Congolais. Donc voilà, après maintenant, oui, je sais, nous sommes en Afrique, l'opinion publique souvent détermine la réalité du changement
par rapport au nombre de têtes qui tombent et par rapport aux nouvelles têtes qui entrent. C'est vrai, mais ce n'est pas souvent le critère le plus discriminant ou le plus remarquable qui doivent être pris en compte. C'est la nécessité pour un gouvernement d'être orienté vers les objectifs qui sont ceux d'un gouvernement efficace et porté sur l'action. Les dernières législatives ne se sont pas très bien déroulées dans la région du Pôle. Alors, le département du Pôle, on a eu 8 circonscriptions qui n'ont pas pu avoir les législatives. Et puis, ces 8 députés ont été reconduits. Et aujourd'hui, vu la situation sécuritaire dans le Pôle, il y a un bilan ou un rapport des Nations Unies qui parle de 138 000 familles qui seraient dans une insécurité alimentaire. Et tout cela est lié à la traque du Pastantoumi dans cette région-là. Et aujourd'hui, y a-t-il pas une nécessité de pouvoir dialoguer afin de ramener la paix dans ces régions pour soutenir ces familles? Bon, là, vous abordez tout un tas de problématiques qui sont connexes, mais qu'il faut décortiquer l'une après l'autre. Là, on oublie, parce que quand vous commencez par dire que les élections n'ont pas eu lieu, on a l'impression qu'on confond la conséquence, c'est-à-dire la situation sécuritaire créée, et puis la cause. La cause, ce sont les actes terroristes posés par M. Ntoumi. M. Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi. C'est la cause du problème. Le gouvernement ne s'est pas levé un matin en se disant on va faire que 8 députés ne soient pas élus dans le pool ou que les populations soient déplacées. Il s'agit d'abord d'un individu qui a créé les conditions d'une insécurité dans le département, qui a posé des actes de banditisme et des actes terroristes tels que les populations ont dû quitter leur lieu habituel d'habitation pour se réfugier du côté où l'État disposait des conditions de sécurité les plus optimales. La preuve qu'effectivement, ce ne sont pas les forces étatiques qui posent problème, mais plutôt les terroristes. Donc les gens ont quitté leur lieu d'habitation insécurisé par M. Ntoumi pour se réfugier là où il y avait la sécurité et donc là où il y avait l'État. Donc c'est la cause, c'est le comportement, l'attitude, les crimes posés par M. Ntoumi et ses adeptes. La conséquence de tout cela, et vous l'avez dit malheureusement, vous l'avez bien indiqué, il y a le problème humanitaire, parce que je le mets avant le problème politique, le problème humanitaire, ce n'est pas, je crois, je rectifie un peu vos propos, 138 000 familles, mais 138 000 personnes. Voilà, c'est une nuance à ce niveau-là, qui sont malheureusement en situation de déplacement et en situation humanitaire assez précaire. Il y a d'ailleurs eu la ministre des Affaires sociales qui, il y a quelques jours, s'est rendue auprès d'un camp de déplacés et de déplacés du Pool dans le département voisin de la Bouenza, en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis au Congo et du Programme alimentaire mondial qui a une représentation ici dans notre pays. Et donc, cette situation est préoccupante et le gouvernement a écrit il y a quelques semaines au système des Nations Unies, conformément à la règle, pour demander une assistance du système des Nations Unies pour prendre en main le plus rapidement possible les besoins de cette population en détresse. Et c'est un drame pour nos compatriotes concernés. 3, oui, il y a eu la nécessité de geler la situation politique dans 8 districts qui ne permettaient pas, compte tenu des exactions que pouvaient poser les adeptes de M. Ntoumi, ne permettaient pas le déroulement d'une campagne électorale, parce qu'avant de parler du vote, il faut qu'il y ait campagne en amont. Donc le gouvernement, les autorités compétentes au niveau électoral, la commission électorale, la direction générale des affaires électorales, le ministère de l'Intérieur et le gouvernement, in fine, ne pouvaient pas prendre le risque que des candidats soient exposés à des crimes, que n'aurait-on pas dit si un candidat avait été assassiné pendant la campagne, que les populations concernées soient exposées à des exactions pendant la campagne ou le vote, des bandits armés de M. Ntoumi. Donc, compte tenu de ces circonstances, le gouvernement a, avec les autorités électorales compétentes, tiré la conséquence de reporter les élections dans les circonscriptions concernées. Sachant, une fois qu'on a dit cela, que la Constitution et la jurisprudence fixée par la Cour constitutionnelle autorisent qu'en situation exceptionnelle, on proroge le mandat des élus jusqu'à ce qu'une élection puisse se tenir dans des conditions optimales. Le sujet d'actualité, c'est l'affaire dite des biens mal acquis avec un rebondissement récent. L'avocat William Bourdon qui porte plainte à Paris pour possible menace de mort et accuse directement l'un des fils du président congolais, Denis Sassou Nguesso.
C'est la première fois qu'on vous a en face sur cette affaire. D'abord, pour commencer, quelle est la position du gouvernement vis-à-vis de ces attaques ou alors des agissements de la justice française? Bon, le gouvernement congolais a toujours exprimé euh, son opinion sur les questions qui relèvent de la souveraineté de notre État. Je vous avoue que je ne comprends pas, et là c'est les citoyens qui parlent d'abord, je ne comprends pas sur quelle base juridique des individus qui ne sont pas congolais, dont les associations qui les incarnent ne sont pas des associations d'intérêt public de droit congolais, des associations qui ne payent pas d'impôts au Congo, qui décideraient aujourd'hui, on ne sait pas par quel artifice juridique, d'engager des actions judiciaires, tous azimuts, contre des citoyens congolais, voire des autorités étatiques du Congo, sur une affaire dite des biens mal acquis, en ne déterminant, mais à aucun moment, la nature du préjudice que ces associations auraient subi. C'est des gens qui ne payent pas d'impôts au Congo et qui ne sont pas congolais, qui ne résident pas au Congo. Alors, l'intérêt à agir est quelque chose d'abord qui me paraît douteux, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est la tendance générale, globale, que nous constatons et que nous déplorons, c'est de vouloir ramener nos pays qui sont indépendants pour la plupart depuis bientôt 60 ans, 57 ans, mais bientôt 60 ans, les ramener à une situation de souveraineté limitée. On a l'impression que nos États, aujourd'hui, connaissent une souveraineté limitée et ne bénéficient pas, comme les plus grands États de la planète, d'une pleine souveraineté. Imaginons le problème dans l'autre sens, que des citoyens congolais décident de porter plainte au Congo contre des autorités politiques ou des citoyens français pour des affaires qui ne concernent en rien ces Congolais-là, et que le juge congolais se déclare compétent. Je crois qu'à un moment donné, nous serions convoqués par les ministères des Affaires étrangères de ces États qui nous diraient et nous feraient part, et de manière légitime, du mécontentement des autorités de ces pays, en disant « mais vous empiétez sur notre souveraineté », tout simplement, avant même de parler techniquement de « y a-t-il à faire, n'y a-t-il pas à faire ». Ça, c'est un problème de principe. C'est un problème de philosophie et de droit international. Moi, je vous pose le problème dans ce sens-là. Après, que des individus prouvent qu'ils ont acheté des biens avec leurs revenus, c'est quelque chose qui relève du privé. Moi, je vous parle du principe étatique qui consiste à ce que je constate et je déplore que nous, Africains, nous sommes considérés sur le plan du droit international comme des espèces de mineurs sur le plan juridique. On a l'impression que l'Afrique, c'est un continent composé de citoyens mineurs et de sujets de droit qui n'ont pas encore atteint leur majorité. Et je vous en donne une raison, selon moi. C'est tout simplement que quand le droit international, qui a connu sa maturation après la guerre de 1939-1945, a été développé, c'était un moment où, en réalité, nos pays n'étaient pas indépendants. Parce que le droit international a commencé à se structurer en droit international privé ou droit international public en 1945-47. Nos États étaient encore des colonies. Et on a l'impression que, sur le plan juridique, nous restons des mineurs, et que tous ceux qui ont construit ce droit international, même si c'est développé récemment, avec toute une série de juridictions et de mécanismes qui ont été mis en place, CPI et autres, on a l'impression que l'on veut nous dénier notre pleine souveraineté. C'est ça le problème. Après, maintenant, les considérations de personnes sont des considérations sur lesquelles le membre du gouvernement que je suis n'a pas à faire à donner une opinion en tant que membre du gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, en termes de principe. Et bien sûr, Afrique Média est une chaîne de télévision panafricaine. Et donc, automatiquement, je vous demanderai, Monsieur le ministre, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas une solidarité des différentes personnes qui sont accusées dans ce dossier des biens mal acquis? On a suivi récemment avec beaucoup d'attention et avec d'ailleurs ce qu'on a pu constater, la poursuite du vice-président de la Guinée équatoriale devant la 32e chambre de la Cour correctionnelle, du tribunal correctionnel de Paris. Mais on n'a pas écouté Brazzaville ou alors d'autres personnes accusées dans ce dossier parler. N'est-il pas temps de penser peut-être à une solidarité africaine pour être plus représentatif, n'est-ce pas, sur le plan juridique international? Bon, moi, je vous donnerai simplement
Je le répète, les considérations personnelles, les considérations liées à des actions qui relèvent des personnes privées mises en cause, en tant que membre du gouvernement, je n'ai pas vocation à répondre à cela. Donc vous parlez du vice-président Obiang, il a des défenseurs, il a des avocats, je pense qu'ils suivent son dossier. Moi, je vous parle toujours des principes, c'est ça qui m'intéresse. J'en viens à un autre principe. Le constat, je dis bien le constat, ce qui découle de mon premier propos, c'est que je conteste à un État, fût-il une grande puissance étrangère au rayonnement mondial, de s'arroger le droit de juger des affaires qui ne le concernent pas. Moi, c'est d'abord ce principe-là. Et quand vous constatez cela, vous en tirez une simple conséquence pratique, de bon sens. Imaginons que l'on condamne un individu qui aurait, avec de l'argent détourné, je dis bien avec de l'argent détourné, acheté des biens dans le pays qui juge. Une fois que vous obtenez la condamnation, vous faites quoi du bien? Le bien, vous le saisissez, mais vous le remettez à qui? Puisque vous jugez en disant que c'est le peuple qui a été spolié. Mais le peuple de quel État? De l'État dont l'individu est originaire. Mais on constate quoi? Mais ils gardent cet argent. Ils vendent ces immeubles et l'argent va où? Ils le rendent au peuple? Ou ils le mettent je ne sais où pour leur profit et leur plaisir. Moi, voilà la conséquence. C'est que ce ne sont pas des procédures qui, juridiquement, sont viables. Ce sont des procédures punitives qui n'ont pour objet que d'humilier des États et de leur dire « vous n'avez pas la pleine souveraineté de votre gestion ». Parce que nous, nous arrogeons le droit de vous juger et nous nous arrogeons le droit de faire que vos dirigeants soient humiliés sur la place internationale. C'est cela le fond du dossier. Regardez, vous parlez de l'affaire Obiang, j'ai cru entendre qu'il y avait eu une procédure aux États-Unis. Et que je crois que le justiciable concerné, donc le vice-président Obiang, a dû verser une sorte d'amende là-bas, dans le cadre de ce dossier dont je ne connais pas le fond. Donc dans le même État. Donc quel est l'intérêt de ce genre de procédure? Je cherche l'intérêt matériel d'une procédure qui consiste à ce que vous, je parle de Paris maintenant, vous obtenez la saisie du bien et vous en faites quoi? Vous le remettez à qui? Au même État? Ou vous le gardez? Mais il le garde apparemment. Moi je dis, ce sont des procédures qui n'ont pas l'objet d'assurer la prise en main d'un délit ou d'un crime pour le punir et le réparer. Ce sont des procédures humiliantes qui n'ont pour seul but politique que de démontrer que nous sommes des États à souveraineté limitée. Je vous donne un exemple sur l'affaire dite des biens mal acquis. Quand vous êtes un agent public d'un pays donné, que vous êtes accusé d'avoir acheté un bien avec de l'argent que vous auriez détourné dans votre pays, il faut démontrer deux choses. La première, l'origine douteuse des fonds, puisqu'on vous accuse d'avoir acheté un bien avec de l'argent qui ne vous appartenait pas et que vous avez volé. On est bien d'accord, c'est ça. Donc il faut d'abord démontrer qu'il existe un détournement de fonds. On est bien d'accord. C'est une fois que vous aurez démontré le fait générateur, c'est-à-dire le détournement de fonds, que vous pourrez démontrer que ce fait a généré l'achat d'un bien frauduleux avec de l'argent acquis frauduleusement. On est bien d'accord. Et c'est ce qu'en droit on appelle l'infraction principale, c'est le détournement, qui a généré une conséquence juridique qu'on appelle l'achat du bien et son recel. Recel de détournement de deniers publics. Je possède un bien que j'ai acquis parce que j'ai au préalable détourné de l'argent public. C'est bien cela. Sinon, ça n'a aucun sens. Il faut bien qu'on démontre, dans mon raisonnement et dans le raisonnement juridique de base, d'abord qu'il y a eu détournement. Or, aujourd'hui, quand vous regardez ces affaires dites des biens mal acquis, on poursuit la conséquence, le pseudo-recel, c'est-à-dire la détention d'un bien à Paris ou je ne sais pas où, mais on ne vient pas en Afrique démontrer ici qu'il y a eu détournement de deniers publics. Est-ce que vous me comprenez? Mais tant que vous resterez sur le recel, c'est-à-dire la conséquence, mais pas l'acte originel, pour le démontrer, il faut venir au Congo. À aucun moment, les autorités judiciaires des États qui poursuivent nos compatriotes, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, à aucun moment ils n'ont exercé ce qu'on appelle la coopération judiciaire internationale.
il faut ce qu'on appelle une commission rogatoire. Quand le juge d'instruction qui est saisi en France d'une telle affaire se saisit de l'affaire, il dit, bon, moi vous me dites qu'il a détourné de l'argent chez lui pour acheter les biens dont vous me dites qu'ici, il les a achetés avec ce détournement. Ben, il faut bien que j'aille au Congo et que je demande au juge, au magistrat congolais, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, c'est comme ça que ça s'appelle, que je lui demande son aide. Il existe même une convention d'entraide judiciaire entre le Congo et la République française. C'est une convention de 1974 ou 1975. Elle existe, elle est en vigueur. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, ces juges, ces magistrats, ces chargés de l'instruction en France n'ont demandé à l'État congolais de coopérer et de venir, dans le cadre d'une coopération, d'une commission rogatoire internationale, vérifier l'origine de ce qu'eux, ils sont en train d'essayer de démontrer là-bas, c'est-à-dire que pour qu'on puisse démontrer qu'il y a recel de détournement de deniers publics, il faut d'abord démontrer le détournement. Eh bien ça, il faut le faire au Congo, et pas là-bas. Vous ne pourrez jamais le faire de là-bas. Et donc voilà l'exemple typique du fait que nous sommes confrontés à des procédures punitives qui n'ont pour seul objectif que de démontrer que nous sommes des États à souveraineté limitée et des États dont les dirigeants peuvent être humiliés sur le plan international parce que l'on veut simplement dire qu'il y a des États de différents niveaux et de différents niveaux de souveraineté. Et ça, c'est intolérable en tant que citoyen africain. Nous devons, et ça je le dis de manière solennelle, au-delà des cas précis des individus, nous devons nous assurer que nos compatriotes africains soient conscients que 57 ans après l'indépendance de la majorité de nos pays, nous ne devons pas tolérer, ça fait 2 générations, 57 ans, 2 générations d'hommes et de femmes qui ont en main leur destin, depuis 2 générations. Et continuer à accepter que nos affaires soient jugées sur les bords de la Seine, de la Tamise ou du Potomac, c'est accepter consciemment que nos États ne sont pas des États souverains pleins et entiers. Alors, Monsieur le Ministre, laissons un peu cette affaire des biens, cette affaire dite des biens mal acquis pour évoquer un autre pan important de l'actualité congolaise. Rappelez que le 9 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours, se tiendra ici à Brazzaville une réunion de haut niveau sur la crise libyenne. Le président Denis Sassou Nguesso, qui bien sûr recevra très certainement certains de ses homologues du continent pour une fois de plus discuter. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que la solution cette fois-ci vienne de Brazzaville à la crise libyenne ? Bon, je ne peux pas lire dans le mar de café et vous confirmer que la solution viendrait ou pas du sommet de Brazzaville. En tout cas, c'est un souhait que chaque étape sur ce long chemin du retour de la Libye vers une situation de stabilité et le retour d'un véritable État, parce qu'aujourd'hui l'État libyen est désintégré, n'existe plus. Et cette désintégration, elle est consécutive à quoi? Parce que il faut toujours, encore une fois, je me suis permis depuis le début de nos discussions, nos entretiens, de vous ramener toujours au principe. Et souvent nous confondons la cause et les conséquences, encore une fois. La cause de tout cela, c'est quoi? C'est qu'il y avait un État libyen stable. C'est ça au départ. Peu importe l'action de feu Mouammar Kadhafi. Il y avait un État stable qui maintenait les 2 bouts ou les multiples bouts d'une société extrêmement complexe, composée de tribus, de chefferies, et on avait un État qui était relativement stable. On pouvait discuter du caractère démocratique ou pas démocratique de cet État. Mais ça, c'était un jugement de valeur qui concerne les Libyens, qui ne concernait personne d'autre. Et l'on a, à un certain niveau, des grandes puissances décidé qu'il fallait que M. Kadhafi s'en aille. Et il est parti dans les conditions que vous connaissez. Et on avait vendu au peuple libyen le fait que le départ violent, la mort violente de M. Kadhafi allait amener la démocratie en Libye. Nous constatons aujourd'hui, malheureusement, que la Libye est fractionnée, désintégrée, entre les mains de pas mal de seigneurs de la guerre, et que dans ce cadre-là, la plupart des mots qui aujourd'hui existent, les mots MAUX, qui existent dans la sous-région du Sahel et dans les confins du Maghreb, ces mots sont dus à la désintégration de l'État libyen. La naissance de ces groupes djihadistes, la dissémination des armes qui étaient dans les casernes de l'ex-armée libyenne, qui ont été vendues aux djihadistes, l'immigration sauvage qui transite
par le non-État libyen et qui aujourd'hui, malheureusement, crée les drames dans la Méditerranée. C'est tout cela, les conséquences de la volonté de certains de ne pas tenir compte de la réalité de terrain et de la volonté des Africains qui, eux, avaient à l'époque l'Union africaine, dont notre chef d'État faisait partie de cette délégation qui avait été à Benghazi, qui avait été un peu partout au moment où ça crépitait un peu les balles, là, pour dire attention, allons-y mollo, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire allons-y doucement, faisons que la transition soit la plus pacifique et la plus maîtrisée possible. Tout cela n'avait pas été entendu. Et voilà les conséquences que nous vivons, y compris dans les confins de la Méditerranée, avec nos Africains qui malheureusement vont mourir par milliers noyés parce que leur passage transit est facilité par l'absence d'État en Libye. Et ce terrorisme résiduel ou important qui est subi par certains États riverains comme un peu plus lointains, tout cela, c'est l'origine du problème, donc la cause. Maintenant, aujourd'hui, vous évoquez le sommet de Brazzaville. Oui, je crois que je ne suis pas en charge des questions diplomatiques, mais ce que nous avons comme espoir, c'est que Brazzaville soit une étape importante dans le long chemin qui doit permettre à la Libye de recouvrer la paix et de recouvrer la sérénité. Nous souhaitons que l'ensemble des grandes puissances, et nous avons vu les efforts méritoires du président Macron il y a quelques semaines, qui a reçu le président et président du Conseil présidentiel et Premier ministre libyen, ainsi que le général Haftar. Et ce sont des efforts qui vont dans le bon sens. Simplement, il va falloir que tous ceux qui se sentent impliqués dans la résolution du problème libyen soient bien conscients de la complexité, qu'il y a effectivement plein d'acteurs qui doivent être pris en compte, les tribus, comme je l'ai dit. M. Saïf el-Islam, qui est soutenu par une partie non négligeable de l'opinion libyenne, on ne peut pas le zapper comme ça. La puissance de terrain du général Haftar, l'existence du gouvernement reconnu par la communauté internationale, c'est-à-dire le gouvernement en place à Tripoli, et la participation nécessaire de l'Union africaine, qui d'ailleurs a désigné un certain nombre de chefs d'État, à la tête desquels se trouve le président Denis Sassou Nguesso. Donc c'est l'ensemble de ce cocktail qui devra conduire, à mon sens, à la résolution de ce problème complexe. Et nous pensons que Brazzaville va être une étape importante, un jalon important de ce chemin vers la paix en Libye. Monsieur le ministre, que pensez-vous de la chaîne Afrique Média ? Je trouve que vous êtes une chaîne à la fois jeune, parce que c'est important, que vous privilégiez beaucoup le débat. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce que l'éducation citoyenne passe par la capacité d'analyse des Africaines et des Africains. Et pour ça, qu'on soit d'accord ou pas avec les thèses qui sont développées sur vos antennes par les différents intervenants, mais au moins on apprend quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut renforcer. Et nous avons besoin en Afrique de nous approprier nos propres débats et de ne pas laisser simplement des gens venus de l'extérieur du continent, qui parfois ne vivent pas nos réalités, intervenir, souvent de manière paternaliste, pour ne pas dire plus grave, parce que le terme qui me revenait, c'est plutôt raciste, mais bon, disons paternaliste sur nos affaires. Et je vais même vous citer une anecdote. Moi, je suis un patriote africain, et souvent je suis heurté par quelque chose qui m'insupporte sur certains médias, grands médias internationaux. On va vous citer une situation quelconque en Afrique, conflictuelle, guerre, conflit politique, ce que vous voulez. Et on va vous dire, vous allez entendre monsieur un tel, grand spécialiste du pays, donc Congo, Cameroun, RCA, ou je ne sais pas. Et c'est un occidental. Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas le grand spécialiste, mais j'attends avec impatience le jour où je verrai sur une chaîne occidentale, sur une affaire purement occidentale, qu'on dise qu'on va prendre monsieur ou madame Chouna, par exemple, grande spécialiste des questions de ce pays. C'est ce jour-là que je dirais que nous sommes traités comme des pays et des citoyens mondiaux à niveau égal.
Mais tant qu'on laissera notre histoire, qu'on laissera notre actualité s'écrire ou être commentée par des gens venus très loin, comme si nous n'avions pas de spécialistes à nos niveaux, je dis que là, nous avons un problème. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur cette souveraineté limitée. Elle n'est pas que politique, cette souveraineté limitée. Elle se traduit aussi dans le quotidien. Et moi, j'encourage, je suis ministre des médias, parce que mon titre exact, c'est ministre de la communication et des médias du Congo. Et j'encourage, moi, la création et la réussite des médias proprement africains. Parce que c'est dans nos médias que nous pourrons, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas avec la ligne, que nous pourrons effectivement mieux nous reconnaître. Ça ne veut pas dire que je suis xénophobe et que je refuse totalement que des médias non africains exercent pour l'Afrique. Je dis simplement que nous commencerons à mieux nous approprier nos affaires quand nous aurons des médias comme le vôtre qui, petit à petit, prennent leur public, le conquièrent et donnent une vision africaine de la situation de notre continent. Vous avez suivi là l'entretien avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville, Thierry Mongala. Nous vous remercions. Restez fidèles à votre chaîne.